Alors, la prochaine séquence, bien sûr, c'est le grand témoin, Raphaël Dinelli. Est-ce que Raphaël est dans la salle? Prêt à bondir? Ou alors il est en train de poser son avion? Non, il arrive. Il arrive. Mesdames, Messieurs, applaudissements, Raphaël Dinelli. J'allais dire, c'est un peu facile dans l'aviation, c'est un personnage d'envergure. Mon cher Raphaël, installez-vous. Alors, vous avez la zapette, il y a des slides. Ce que vous avez souhaité également, c'est qu'il puisse y avoir une interaction par rapport à ce qu'on va dire. Évidemment, on va parler de ce projet extraordinaire avec Bertrand Piccard de Tour du Monde, sans escale, je précise bien, c'est quand même important, avec de l'hydrogène liquide. Peut-être d'abord quelques mots pour parler de votre parcours, parce qu'avant de devenir pilote d'avion, vous étiez plutôt sur les mers et sur les océans. Oui, merci pour votre invitation. Je suis très honoré de clôturer un peu ces deux belles journées. Oui, mais moi j'étais spécialisé, donc je fais une ingénierie dans les matériaux composites. Je les ai appliqués après dans un métier fabuleux qui était de course au large, 20-25 ans de course large où j'ai pu designer, mettre en œuvre ces matériaux composites. Et puis au bout de 25 ans, j'ai quitté les océans pour rejoindre les airs. Vous connaissez bien les navigateurs, notamment au Sable d'Olonne, évidemment, puisque c'est là que vous êtes implanté. Un univers qui lui-même, d'ailleurs, passe à l'hydrogène progressivement. Oui, ben, vous savez, aujourd'hui, avec la décarbonation, voilà, l'hydrogène aura sa place un peu partout. Donc, il faut déchiffrer tout ça, aviation, bateau. Et là, il y a beaucoup de phases de démonstrateurs. Et puis, on voit bien que sur ces deux journées, on rentre dans des phases d'industrialisation avec des problématiques d'économie, de masse. Voilà, moi, je reste dans ce qu'on sait faire, ce que je faisais dans le bateau, c'est de rester dans le démonstrateur et le transfert industriel. Alors, cette rencontre avec Bertrand Piccard, comment les connexions se sont faites? Vous avez des parcours un peu similaires, finalement? L'aviation sur le tard ou Oui, mais Bertrand, lui, il a toujours un peu été dans l'air. Il a été champion de deltaplane. Après, il a fait pendant 10 ans des records de ballon. On se souvient, pour ceux qui suivaient, avec les records de ballon autour du monde, avec Steve Fossett et Richard Branson. Et puis après, il a lancé son projet d'avion solaire, où il a réalisé le tour du monde en 12 étapes. Et puis, moi, j'étais dans la partie navigation. Avant de rencontrer Bertrand, j'ai lancé un projet aussi d'avion électrique hybride, où on a été un peu pionnier aussi en France, avec plus de 200 heures de vol. Malheureusement, pendant le Covid, je me suis, on va dire, craché, où j'ai fait un atterrissage forcé dans les Cévennes qui s'est mal terminé, mais je suis sorti entier. Et puis, riche de cette expérience, le tour du monde, faire le tour du monde sans escale, c'est un peu comme le Vendée Globe, c'est le Graal du Graal. Et donc, comme il y a 2 avions dans l'histoire de l'aviation qui ont réussi à le faire avec 4 tonnes et 8 tonnes de kérosène, Bertrand, c'était son rêve. Moi, je l'ai un peu couché sur le papier. On s'est rencontrés, on se connaissait déjà. Et puis, voilà, on s'est paxé. Et puis, Climate Impulse est né. a priori, vous allez en mettre un peu moins, je pense, de l'hydrogène dans votre avion? Alors là, ça fait, pour un avion, ça fait beaucoup d'hydrogène. L'avion fait 36 mètres d'envergure et puis il a 2 réservoirs de 12 000 litres d'hydrogène. Ça fait 24 000 litres d'hydrogène liquide. Donc voilà, on est vraiment dans une homothétie des futurs réservoirs qu'Airbus va développer. Donc on transforme en fait ce range de 9 jours autour du monde avec un avion de 6 tonnes. Comparé on a une envergure d'un A320 à 36 mètres et eux, l'Airbus, il a 80 tonnes, il a 150 passagers pour entre 1 heure et 4 heures. Donc en fait, cette puissance et ce volume, on le transforme sur la durée et sur la longueur. Mais on va avoir énormément d'expérience de retour pour avoir l'utilisation de ces 12 000 litres d'hydrogène liquide dans un seul réservoir. Comment ça va se comporter pendant 9 jours. C'est tout ça qu'on va tester en plus du record. Alors, je sais que vous avez quelques slides que vous souhaitez oui, partager avec nous, logiquement, la zapette.
Alors, attends, Là, on est encore sur le site ActiPark. Voilà. Voilà. Ah. Et on devine la forme qu'aura l'avion, effectivement. Oui, mais là, il a un peu évolué, mais bon, parce que, avec les avant-projets, donc là, l'avion, c'est un espèce de trimaran du ciel, voilà, avec les silhouettes de Bertrand et puis de moi. Donc voilà, on a parlé un petit peu de Bertrand, et puis donc on a une belle association, parce que moi, je m'occupe en fait de la partie technique, avec mes équipes, bien sûr. Donc dans la société que je représente, 49 Sud, on design l'avion, on le construit. On s'occupe de tous les partenariats techniques, et Bertrand, lui, s'occupe de la communication, des grands comptes, et donc on a vraiment une complémentarité vraiment géniale, quoi. Juste un mot, 49 Sud, la référence, c'est... Oh ben, je n'ai pas été chercher très loin dans les Son brainstorming, comme on dit. C'est parce que quand... Ah, 49, oui. Mais non, mais quand j'ai fait naufrage, parce qu'en fait, j'ai fait un naufrage très médiatisé en 1996, dans mon premier Vendée Globe. J'ai fait naufrage dans les mers du Sud et suis resté pendant 2-3 jours en déperdition dans l'eau à 1 degré. C'est l'Anglais qui était venu me sauver, et j'ai fait naufrage à 49 Sud, mais j'ai été sauvé dans un 49e parallèle sud. C'est une question de parallèle, je m'en doutais un petit peu. Voilà, donc bon, et c'est marrant parce que Bertrand, quand des fois on se vanne un petit peu, il me dit oui, mais toi qui étais craché en bateau ou en avion, tu aurais été un peu plus jeune, tu aurais été un bon profil pour faire astronaute. Il cherche des profils comme ça. Et en fait, lui, il a l'air beaucoup plus sage comme ça quand il fait ses conférences. Mais moi, je suis monsieur sécurité parce que j'ai connu tout ça, et c'est lui un peu le casse-cou de le monde. Voilà, donc les deux personnages. Donc l'avion, comme je disais, donc 36 mètres d'envergure, une configuration très atypique, un peu un trimaran du ciel. Nous, on va vivre dans cette cellule là qui va être assez petite. On a un peu plus d'1 mètre cube pendant 9 jours à vivre, donc c'est un peu comme une petite station spatiale, et c'est très 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 petit à l'intérieur. Et puis donc on a ces 2 grands pods qui vont abriter les 2 réservoirs de 12 000 litres d'hydrogène liquide. Et voilà, donc ça c'est le design définitif. Donc là, c'est une première, vous nous montrez vraiment donc, le design définitif de l'avion. Et donc vous êtes au milieu, on voit bien qu'il y a une surface vitrée. Un côte à côte, et puis derrière on a une toute petite banquette, cuisine. Donc c'est vraiment, on va rester 9 jours. C'est pour ça quand je dis paxé, c'est parce que voilà, on va rester 9 jours. Il ne faut pas souffrir de claustrophobie. Hein, non, puis il faut bien s'entendre. Il faut bien s'entendre avec eux. Oui, il faut bien s'entendre. Dans les courses à la voile, le solitaire. Je fais beaucoup de solitaire, c'est un combat dans sa tête en fait. Et après, quand on est en équipage, c'est vieux, il peut y avoir des mutineries. Il y a un clan contre un autre. Et à 2, il y a eu des transats où il y a déjà eu des navigateurs, il y en a un qui a planté un couteau dans le ventre de l'autre. Donc en fait, à 2, c'est très compliqué. Oui, moi je croyais que c'était les gens sympas, les navigateurs, mais pas du tout. Non, la vie de couple, c'est comme dans la vie. On est en seul, dans une équipe, dans une entreprise, il y a des équipes qui se font les uns contre les autres un peu, mais la vie de couple, c'est pas simple, et surtout dans un espace hyper réduit pendant 9 jours. Alors, je fais référence au dessin qui a été montré là, mais... Ah oui, j'ai pas vu. Alors, je crois on va remontrer le dessin, voilà. Alors c'est vrai que du coup, au niveau de la vie à bord, on imagine que pendant 9 jours, c'est un peu sport. Voilà. Ensuite, donc évidemment, nous, les partenaires. Oui, voilà, les partenaires techniques. Hein. Donc, on design, on construit l'avion. On se fait beaucoup aider, donc dans un petit peu les grands donneurs d'ordre dans le milieu aéronautique. Donc, on a Airbus, Daher. Donc ça, c'est Syensqo sur les parties de nos composites, les trains d'atterrissage, etc. Sur la partie de la chaîne de traction, donc on a Safran, Duke Ellis, Ariane Group, SDMS, Adventa. En fait, on est implanté sur 4 régions, et ça va être un projet international. Donc, notre bureau d'études de construction est en Pays de la Loire. Notre base sera à Châteauroux
centre Val-de-Loire. Ici, Comme donc, ça, vous avez dit, si on fait ça au centre, comme ça, ouais, en Auvergne, ça reste neutre. en Auvergne-Rhône-Alpes, on a 3 partenaires un peu historiques. On travaille donc avec Tiva Energy qui nous font les batteries, SDMS près de Valence qui nous font la chaudronnerie blanche, le réservoir à hydrogène liquide, et Adeventa aussi près de Valence nous fait la cold box et toute la partie, on va dire vulgairement, plomberie pour remplissage. Et puis, une fois que l'hydrogène liquide se transforme en gazeux, il faut gérer la pression, la température, le débit, et pour amener tout ça à la pile à combustible. Donc voilà, donc et puis après on a implanté aussi la 4e région en Occitanie, puisqu'on a une base d'expérimentation d'aérologie en Occitanie. Donc voilà, moi j'ai 4 régions qui se touchent en fait, et je fais le tour de ces 4 régions. C'est un vrai globe-trotter, vous avez gardé l'habitude de la course au large. Un peu. Vous faites le tour. Un peu. Et il me tarde d'avoir des avions légers à hydrogène pour me déplacer complètement décarboné. Oui. Voilà, donc ce tour du monde, hein, c'est le défi. C'est un défi d'abord géré par la Fédération internationale de l'aviation, où il faut, c'est très strict, c'est 43 000 km minimum, donc c'est proche de l'équateur au niveau latitude. Il faut partir d'un point, revenir sur ce point, ne pas se faire aider au décollage par un remorquage. On pourra vous suivre en temps réel, je présume. Oui, bien sûr. Ne pas larguer un bidon, ne pas se faire ravitailler en vol. Donc voilà, c'est des règles très très strictes. Donc là, la main américaine, par exemple, ils ne pourront pas vous ravitailler en vol comme ils l'ont fait pour l'Iran. Non, mais bien sûr, il va y avoir des QG, il va y avoir, bon, ça c'est le côté un peu course qui sera très médiatisé. Et puis c'est une tentative, hein. On ne peut pas dire qu'on va faire le tour du monde, non. On va tenter. Joli le dessin, ça. C'est très bien, ouais. Non, mais en fait, ça me rappelle quand on a fait des designs, à un moment donné, on a sorti un jouet qui traînait là, dans une chambre d'enfant, là, et on a sorti le P-38 Lightning de Saint-Exupéry à la fin, mais il n'y avait pas que Saint-Ex. Et en fait, on voit que c'est des designs un peu anciens, et on retombe des fois, comme dans le design automobile ou pas, sur des designs un peu d'autrefois. On n'a rien inventé, c'était un P-38 Lightning à l'hydrogène. C'est chouette, ça. Voilà, donc en fait, ce tour du monde, donc il faut participer surtout, comme je l'ai dit, donc à l'aviation décarbonée. Et on va surtout servir aussi, après ce côté pionnier, à ce côté un peu démonstrateur pour décarboner l'aviation. C'est le côté laboratoire que vous allez jouer. Exactement, ouais. Voilà, évidemment, il y a des défis. Le principal défi, on en discutait tout à l'heure à la pause avec Christophe Turpin, avec qui donc, on a des contacts. Ce défi, c'est de faire vivre ce réservoir de 12 000 litres d'hydrogène liquide à cette température cryogénisée. Et c'est sûr que nos partenaires comme Ariane Group et d'autres énergéticiens, ça fait plus de 50 ans, 60 ans même que Ariane Group fait décoller les fusées avec le spatial. Et quand vous avez donc la fusée avec les 2 boosters hydrogène-oxygène liquide, ils remplissent et 10 minutes après, ça part et 1 minute après, c'est dans l'atmosphère, c'est dans l'espace. Donc en fait, ils ont que 10 minutes parce que comme évidemment ça se réchauffe à l'intérieur, ça commence à bouillir. Ils ont une temporisation assez faible. Ensuite, quand on va le transférer sur l'aviation de ligne, ils ont entre 1 heure et 4 heures. Et nous, c'est 9 jours. Donc en fait, on marche sur des simulations d'Ariane Group et de nos énergéticiens parce qu'on fait des simulations. On va faire des tests sur des bancs réels. Mais en fait, personne ne sait trop comment ça va réagir pendant 9 jours. Et ça va servir énormément pour l'aviation, pour des futurs groupes électrogènes, pour des hôpitaux, on a beaucoup parlé de la mobilité lourde, parce qu'on va passer du gazeux au liquide et on va doubler quasiment dans le réservoir à 700 bars la capacité énergétique de l'emport d'énergie de l'hydrogène, et il faut respecter la sécurité, trouver les solutions de régulation, après des solutions économiques, etc. Donc on est au cœur de nos partenaires, de toutes ces attentes d'innovation et de transfert industriel. J'ai envie de vous demander, il y a des risques que vous prenez finalement à travers ce vol? Parce que là, il faut que ça marche. Non, il y a beaucoup de risques parce que déjà, la DGAC va nous imposer énormément de contraintes. Et la semaine dernière, encore en Auvergne-Rhône-Alpes, à Challes-des-Eaux, on a testé notre aile en rupture. On a résisté à 6G4, le longeron, il a fléchi, il a rompu, donc c'est presque un avion de voltige.
Et alors qu'on n'aura que des 1,5 G quand on va voler autour du monde. Mais tout ça aussi, c'est parce qu'on accroche ce fuselage sous l'aile qui a été testé et qui a ces 12 000 m3 d'hydrogène. Rien qu'à l'atterrissage, si on fait un atterrissage forcé, vous comprenez bien qu'il ne faut pas que le train d'atterrissage vienne nous percer le réservoir hydrogène liquide. Donc voilà, donc, au niveau sécurité, on a commencé à satisfaire donc des tests d'efforts qui sont énormes et ça va se poursuivre tout le long du projet. L'innovation, nous, se fait par le rendement, mais en priorité, c'est la sécurité. Tout est, en fait, c'est un peu comme Ariane Group quand ils managent un projet. C'était l'année dernière, je crois, au 21 juin 2025, il y avait le départ de la fusée. Moi, quand j'avais un Vendée Globe, c'était le 12 novembre, il y a quelque temps. En fait, on manage les décisions. C'est pas comme dans les entreprises. Dans les entreprises, on a un marché, on a des clients, on a des SAV, il faut faire des études, marketing, etc. Là, on a un timing, et ce timing, il faut être prêt, coûte que coûte. Mais avec ce timing, il faut pas prendre les décisions parce qu'on a le budget à respecter, on a le planning à respecter. Il faut jamais que les décisions que l'on prenne remettent en cause la sécurité. Ça, c'est la priorité. Après, on fait des choix et on aura des constatations positives, négatives, puisqu'on fait beaucoup d'innovations. Donc il y a ce réservoir, et puis on en discutait aussi encore avec Christophe, c'est qu'il y a toute la gestion sur les tarmacs de stocker l'hydrogène à moins d'1 tonne, puisque c'est la réglementation, vous avez bien vu les problématiques, même en Occitanie, au-delà de 5 tonnes. Sur les aéroports, c'est moins d'1 tonne. Donc nous, c'est 1 tonne 4. 24 000 litres d'hydrogène liquide. Donc on a la réglementation, on a la sécurité. Il faut que cette station mobile nous suive partout dans le monde avec des projets qu'on va faire, transatlantiques, tour du monde. Alors ça, moi j'ai toute une équipe là-dessus et j'ai décroché de ces réunions parce que c'est presque plus compliqué de gérer cette station mobile que de gérer la construction de l'avion. C'est d'une complexité de réglementation, de sécurité. Et surtout que rien n'est écrit aujourd'hui sur les tarmacs. On est en train de... Parce que nous, on vole l'année prochaine. Hein, et dans 2 ans, on remplit. Hein. Donc, si on passe 2 ans à faire des réunions, comme on a vu, on ne va pas le faire. Hein. Donc ce projet, en fait, il vous permet de tirer derrière toute une filière, quelque part. Oui. Oui. Non, mais moi, je mets un petit bouton d'alarme, hein, parce que c'est vrai qu'on a... Si on est freiné que par des... complexité administrative, moi je dis tout se met sur la sécurité, mais si on passe 2 ans à faire des visios et des réunions, il ne faut pas qu'on décolle de l'étranger, quoi. Enfin, voilà, c'est très sérieux là, parce que nous, il faut qu'on respecte nos délais. Et là, pour l'instant, on n'a pas. Moi, je suis en train de me rendre compte qu'il y a beaucoup de freins sur cet aspect refueling au sol. Pardon ? Alors oui, il y a le tour du monde, mais avant le tour du monde, il faut faire des étapes. On va pas décoller. Il y aura des essais en fait avant. Il y aura des essais, il y aura des surprises, quoi, voilà, et que je peux pas encore dévoiler aujourd'hui parce que ça va être dévoilé prochainement. Et il faut des autorisations de vol des pays. Il faut que ces stations elles partent sur des cargos. Il faut qu'elles soient autorisées sur les autres aéroports. Donc il y a toute la diplomatie, il y a toutes les réglementations des autres pays. C'est un projet international. Et pour l'instant, nous, on va être à cette taille-là. Alors, juste pour comprendre, en fait, vous allez faire des essais de courte durée, c'est ça, et vous assurer qu'il y aura bien l'infrastructure de remplissage au sol qui vous suit, c'est bien ça? Ah ben, on ne peut pas décoller sans cette infrastructure, donc il faut qu'elle soit prête dans 1 an. Elle sera prête. Voilà, donc vous voyez, il y a... Alors, Philippe Boucli, si vous voulez poser une question, voilà, appuyez sur le petit bouton. Les 2 réservoirs pleins, là, les 24 mètres cubes de LH2, ne permettent pas de faire les 43 000 km ? Presque. Mais sur le papier, ça ne les fait pas. Donc, ça ne les fait pas parce que dans l'aviation, si on dit on met plus d'hydrogène, on a encore plus de volume et on a encore plus de masse. Et après, c'est la course aux échalotes, comme on dit. Donc, en fait, là, aujourd'hui, avec les technologies que l'on a, on fait 30 000 km.
Donc, on a monté un programme scientifique qui s'appelle un programme aérologie. C'est que Bertrand, lui, qui a déjà fait 2 fois le tour du monde, une fois en ballon et avec Solar Impulse, lui, son ballon, c'est qu'il n'avait pas de traction. Lui, il montait ou il dégazait son ballon, et ensuite, c'est le routeur météo qui lui dit tu vas en stratosphère et tu as 600 km de jet stream. Donc, sa traction, c'était les routeurs météo, c'était le vent. Quand il a fait Solar Impulse, il volait à 70 km/h, donc il y a des fois, quand il avait le vent contraire, il reculait. Donc là, ça veut dire que les routeurs météo, il faut qu'on ait 30 km/h de vent en moyen sur 9 jours. Donc là, il faut que les routeurs, les fichiers, les prévisions, tout ça, c'est pas mal. Et ça ne suffit pas. Donc en plus, il faut, dans l'air, vous avez, en faisant très court, vous avez des bulles qui montent et des bulles qui descendent. On appelle des ascendances et des descendances. Et nous, on va voler à 10 000 pieds, à 3 000 mètres. Ce n'est pas très haut en aviation, mais on est limité à 10 000 pieds parce qu'on ne sera pas pressurisé. On aura 30% d'oxygène en moins. Donc ça pose des problèmes sur les facteurs humains, sur le côté physiologique. Mais à 10 000 pieds, on va être sujet à des zones qui montent et qui descendent. Et si par exemple on a 1 mètre seconde qui monte, donc ceux qui font du vélivol ou ceux qui font, c'est assez courant, c'est 60 besoins de puissance pour tenir le palier en hydrogène. 61 mètres secondes qui descend, parce qu'en général, quand vous avez une ascendance, vous avez ce qu'on appelle, on voit la voile, la dégueulante, elle arrive juste après. Et si vous avez 1 mètre seconde qui descend, c'est 60% en plus. Donc il va falloir gérer, dans ce routage météo, il va falloir cheminer, en gros, pour imaginer dans les bulles qui montent et pas dans les bulles qui descendent. Ça, c'est la 3e dimension de l'aérologie. Et ensuite, vous avez les turbulences. Aujourd'hui, avec les changements climatiques, à cette altitude, vous avez en plus de sévères turbulences. Et quand vous avez des turbulences, c'est comme un avion, on va voler essentiellement avec un pilote automatique. C'est comme un barreur qui fait le Vendée Globe, hein. On peut barrer, mais pendant 1 heure, on a mal au bras, et le pilote est plus intelligent, va piloter mieux que le navigateur. Donc nous, on aura tellement de choses à faire, surveiller l'hydrogène, la traction, la météo, la communication, qu'on a un pilote automatique. Et le pilote automatique, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il a un cap. Je me déconcentre pas, je regarde pas. Il a un cap, il doit tenir le roulis et le tangage. Mais quand il va rencontrer les turbulences, il va y en avoir beaucoup. Et ben en fait, c'est comme un boxeur qui est sur le ring et qui baisse sa garde. Ah, j'ai pris une droite. Hop, je prends une gauche. Donc en gros, vous dormez jamais, quoi. Oui, on va dormir très rarement. Tout ça pour vous dire qu'en fait, on a un programme où ces turbulences, c'est beaucoup de mouvements, c'est beaucoup d'énergie sur un avion. Et ça peut aller jusqu'à 3-4% d'énergie totale sur le tour. Donc notre programme aérologie, où on va chercher les 10 000 km, c'est on en a cherché les zones montantes, en absorbant les turbulences. Et ça, ce sont des programmes que les compagnies aériennes et Airbus et les constructeurs attendent beaucoup, parce que sur un long courrier, sur un transatlantique, les turbulences, c'est 3-4% de consommation de kérosène. Les clients qui ont connu des sévères turbulences, 50% des clients ne veulent plus remettre les pieds dans un avion. Et ces 3% de kérosène qu'on passait avant dans la puissance, à la fin de l'année, c'est le bénéfice de la compagnie low cost. Donc c'est un problème environnemental, c'est un problème de satisfaction de clients et c'est un problème, je dirais, économique. Voilà. Donc, en tout cas, si on ne le fait pas, ce programme de recherche, l'aérologie, si on y va un peu à l'aveugle, ce n'est pas 30 000 km qu'on va faire, c'est 20 000 km. Donc ça veut dire que le poids, la finesse, la pile à combustible, le réservoir, les routeurs météo, l'aérologie, en fait, on est vraiment sur des verrous technologiques qui sont très forts. Au moins une escale. Non, 0 escale. Non. Le tour du monde, c'est on part d'un aéroport, il faut revenir sur cet aéroport qui sera à peu près proche de l'équateur et faire le tour de l'équateur. C'est-à-dire qu'en gros, si je comprends bien, en théorie, c'est pas possible, mais vous allez le faire quand même, c'est ça? Alors, en théorie, sur les performances de tout ce qui sera développé, c'est une synthèse rapide, voilà. Il nous manque 10 000 km, et c'est pour ça qu'il faut aller chercher de l'aérologie pour nous atteindre ce pari. C'est un défi technologique avant tout. Donc la réponse se trouve dans les airs. Oui. À haute altitude. Oui, mais en fait, c'est assez simple. Hein. C'est comme dans le bâtiment, avant de chercher des nouvelles techno, isolez vos bâtiments pour moins consommer, ou quand on fait de l'éco-conduite, où on apprend à lever un peu le pied, etc. Et tout. En fait, tout ça, c'est du bon sens. Quand vous voyez qu'un oiseau est capable de planer, un rapace, mais ça fait des millions d'années qu'il a une évolution pour planer, mais lui, quand il a 10 mm, il voit une pièce de 5 €, c'est parce qu'en fait, il fait ça pour aller manger, quoi. Nous, on fait ça pour se déplacer. Donc, en fait, on n'a pas atteint l'évolution de
du rapace. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'aller expérimenter. On est à la recherche de toutes les publications sur les vols planés des rapaces pour que l'intelligence artificielle puisse nous donner des données pour travailler sur un pilote intelligent et à utiliser tout ce que font les oiseaux pour gagner de l'énergie dans Il l'atmosphère. faudra en mettre un dans le cockpit. Et vous le sortez de temps mais en temps. non, moi, quand je fais beaucoup de vélivol, je vole avec les vautours et c'est top, quoi. Donc voilà la chaîne de traction. Ici, vous connaissez bien, hein, on en a parlé pendant 2 jours. Hein. Un réservoir, une cold box qui distribue cet hydrogène liquide qui va dégazer en gazeux, alimenté donc qui alimente le gaz en pile à combustible. On est obligé de passer par un étage des batteries pour stabiliser le courant, moteur électrique et hélice. Voilà. Alors les verrous, bien sûr, c'est des verrous technologiques, c'est l'isolation des réservoirs, la régulation du dégazage du boil-off. Il faut qu'on arrive à avoir un indice gravimétrique de 1 pour 1, c'est-à-dire ce réservoir de 12 mètres cubes, quand il va embarquer 700 kg d'hydrogène liquide, il faut que le réservoir pèse 700 kg. Donc c'est un défi sur les matériaux, sur la thermique qui est énorme. Les packs, on va avoir plus de facilité parce qu'on a déjà atteint 52% de rendement à 10 000 pieds, hein, avec 30% d'oxygène en moins. Et puis, il y a un énorme sujet aussi, c'est les refroidissements. Quand on dit 50% de rendement des packs, donc quand on est au décollage, on a 400 kW au décollage, ça veut dire qu'il faut évacuer 400 kW en chaleur. Quand on est en vol croisière, on est à 200 kW, ça veut dire qu'il faut évacuer 200 kW. Et c'est comme tous les avions, et comme dans toutes les voitures, si on prend un refroidissement classique, avec de l'air, un choc frontal, un radiateur, et puis on l'évacue, on va perdre 15 à 20% de finesse sur le CX et sur l'avion. Et ça nous fait encore 3, 4, 5, 6 000 km en moins. C'est-à-dire qu'il faut évacuer ces calories sans faire de traînée sur l'avion. Et ça, c'est un défi thermique. C'est du pilotage hyper fin, en fait. Oui, qui est vraiment c'est très très fin, mais en même temps, il faut trouver des grosses innovations pour ces refroidissements. Philippe Bouclier a l'air très intrigué par il y a de l'énergie pour tous ces vaporiser verrous. l'hydrogène. Oui. L'énergie de chaleur, c'est trop pour vaporiser l'hydrogène? Non, en fait, c'est l'énergie des piles à combustible qui vont dégazer de la chaleur. La pile à combustible, elle fait 50% d'électricité, de chaleur. Alors, cette chaleur, on la renvoie un peu dans le réservoir pour nous faire le boil-off, mais pas trop aussi, parce que sinon, notre réservoir il va dégazer un peu naturellement. Et une grande partie, alors ça va nous servir au décollage. Mais après, dans le vol croisière, le vol croisière, en gros, pour avoir une régulation presque passive, c'est que le dégazage du boil-off va être égal aux besoins de puissance de la pile à combustible. Voilà, tout ça c'est la théorie, mais ça veut dire que les 50% de la pile à combustible, il faut bien les évacuer. Et quand on dit 200 kW à évacuer, c'est 200 radiateurs grippins électriques de 1000 watts sous les fesses. Il faut les évacuer sans traîner. Donc ça fait chaud. On ne va pas avoir froid. Ça fait chaud, très chaud. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment un défi à plus d'un titre. Oui, technique, oui, voilà. Voilà, le rendement de l'hélice, voilà, plein de défis. Alors cette station, voilà, on en a parlé, hein, l'isoconteneur, le dispenser, tout ça, là, ça va se mettre en place. Et dans 1 an, cette station, elle sera au point. Il faut qu'elle soit au point en même temps qu'arrive l'avion. Et moi, j'ai eu très peur à un moment donné, parce que je dis, l'avion va être prêt, et on ne va pas pouvoir décoller, parce qu'on n'aura pas la station au sol. Alors, l'avion, parce qu'on va devoir conclure dans peu de temps, cet avion va être présenté officiellement à quel moment? Alors l'avion, la date est fixée déjà? On termine les pièces au fur et à mesure chez nous au Sable d'Olonne. Notre base se monte là dès septembre à Châteauroux. Les pièces arrivent en fin d'année. L'assemblage définitif se fera au printemps 2026 et toute 2026 sera consacrée aux essais. Et les essais, en fait, c'est un cône de planée que la Direction générale de l'aviation civile nous impose. Tant qu'on n'a pas satisfait tout le programme d'essai, il faut qu'on reste sur ce cône de planée. S'il y a un problème, on atterrit sur l'aéroport de Châteauroux. Et ça, c'est tout 2026, il faut satisfaire ce programme. Et donc, là, c'est notre atelier de construction de l'avion au Sable d'Olonne. Et donc, et c'est en 2027, dès qu'on a en gros le laissez-passer, on part. On fait tout un programme
Voilà, on va dévoiler tout ça bientôt pour faire le Graal, qui est ce Tour du Monde 2028 ou 2029. Bon, c'est comme si on faisait le Vendée Globe dans les airs. Il faut regarder tous les paramètres. C'est exactement ça. Eh bien, c'était passionnant et on peut, je crois, réserver une standing ovation à notre grand témoin, Raphaël Dinelli. Merci encore.